Bonjour, c'est la 33e vidéo et on se retrouve pour la suite un petit peu de cette programmation de script bash pour voir ensemble les structures conditionnelles. Dernièrement on a vu ensemble les variables, je vous ai montré comment faire quelques opérations éventuellement avec ces variables et on va voir un petit peu comment effectuer des tests. Le principe d'un test c'est de vérifier une expression et si cette expression est validée de pouvoir exécuter un certain nombre d'instructions, de commandes, etc. seulement si et seulement ce test tout simplement est validé. Donc ça permet d'exécuter des commandes dans un cas précis et pas par défaut durant toute l'exécution de notre script. On va regarder ça et je vais vous expliquer comment ça marche. On verra quelques syntaxes, principalement 3, même s'il y en a 2 qui sont finalement similaires. Et comme ça fera un peu toute notre séance avec beaucoup de choses bien sûr que vous allez voir, notamment au niveau des syntaxes. Alors si des gens parmi vous programment déjà, ça va être assez déroutant parce que vous n'aurez pas forcément toujours les mêmes notations qu'avec d'autres langages de programmation. Donc n'hésitez pas durant cette vidéo à prendre des notes, à mettre sur pause plusieurs fois, parce qu'il y aura beaucoup d'éléments de syntaxe à connaître et à retenir par la suite, même s'il n'y a pas besoin encore une fois de retenir par cœur, j'insiste bien là-dessus. Ok, on passe sur l'autre scène, alors je vérifie que j'enregistre très bien, parce qu'il serait dommage de parler dans le vide, mais c'est bon, nous sommes partis. Bien, alors, au niveau de ça, première chose en tout cas qui me semble important à savoir dans ce cas précis, c'est comment fonctionne finalement ce principe de test, d'accord? Parce que c'est pas forcément ce qu'on va voir partout dans d'autres langages, et c'est important de le savoir parce que nous allons réaborder certains détails plus loin dans d'autres vidéos dédiées au niveau de ce cours. Pour cela, je vais vous montrer directement dans le terminal, on va même pas passer par un script pour le moment, comment fonctionne un peu ce principe. Voyons une expression très simple. Alors je vais utiliser les doubles parenthèses, ça va vous permettre d'utiliser des opérateurs arithmétiques qu'on connaît bien partout pour pouvoir vérifier ça. Par exemple, le test 1 strictement inférieur à 2. D'accord, je fais ceci dans mon terminal, je fais la touche entrée. Ok, on ne voit pas trop ce qui s'est passé. Et là, nous avons une variable spéciale, d'accord, une variable particulière ici de bash, dans laquelle a été affectée une valeur qui est en fait un code de retour, ce qu'on appelle le exit status, d'accord, un code d'état finalement, qui va permettre d'indiquer finalement le déroulement, d'accord, le retour de cette expression-là qui a été évaluée. Alors cette variable c'est $ comme d'habitude avec le point d'interrogation. Et là, vous allez récupérer cette valeur. Si je fais entrer, on obtient la valeur de 0. Ce qu'il faut comprendre, 0, ça va simplement dire que cette expression est vraie. D'accord, 1 est effectivement strictement inférieur à 2. Si on évalue notre expression, je peux faire par exemple l'inverse, comme ceci. Je refais un petit écho et là, on tombe sur 1. D'accord, voilà comment ça va fonctionner. Dans le cas où l'expression est vérifiée et validée, d'accord, finalement ça s'est passé tel qu'on l'attendait, 1 strictement inférieur à 2 par exemple, ça retournera le code 0. Dans le cas contraire, ça retournera le code 1, voire un autre code, une autre valeur éventuellement, dans des cas particuliers ou même, si vous avez vu ça dans certains langages, on peut retrouver ce genre de choses. Alors là, ça peut être un peu particulier, parce que vous voyez finalement, quand l'expression était vraie, ça retourne 0, et quand elle était fausse, ça retourne 1. Pourquoi j'insiste? Parce que si vous venez dans d'autres langages de programmation, vous savez très généralement qu'on va plutôt retrouver l'inverse. C'est-à-dire que la valeur correspondant à true, qui veut dire vrai, en informatique, correspond au caractère 1, au nombre, au chiffre même pour être exact, 1. Et dans le cas de false, pour faux, on va plutôt entendre parler du chiffre 0. D'accord? Voilà. Là, on parle non pas simplement de valeurs, c'est-à-dire booléennes, 1 ou 0, d'accord, vrai ou faux, oui, non, on, off, mais de retour, d'accord, d'état par rapport à l'usage d'une commande et plus tard, comme on le verra dans ce cours, de fonction. En gros, comprendre, et si vous l'avez peut-être vu dans d'autres langages de programmation, je pense genre au C, au C++, quand on fait la fameuse instruction return 0, return -2 ou ce genre de choses, vous avez remarqué qu'on return 0, on fait un retour de 0, quand tout a bien fonctionné, qu'il n'y a pas eu d'erreur, que voilà, il y a eu un succès, on parle de success, du script, du programme, etc. Et dans le cas contraire, on va retourner 1 ou autre chose, ça peut être -1, 4, voilà, -2, -10, peu importe, qui voudra dire simplement qu'il y a eu une erreur, en particulier que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est exactement le même principe ici. 0 en cas de succès, 1 dans ce cas particulier en cas de non-succès, d'accord, quand ça n'a pas été vérifié, voire autre chose, s'il y a des cas particuliers. Voilà ce qu'il faut retenir. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Tout simplement parce que nous allons retrouver ce principe au niveau de nos tests. C'est ceci qui va être vérifié et finalement, c'est ce code, le fameux point d'interrogation, qui va être vérifié. Et c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans une condition ou non. C'est ce cas particulier. Exemple tout bête. On va faire alors NB1 24, on va faire NB2, on va mettre 28, et on va faire NB3 qui sera finalement la même valeur en dur que NB1. D'accord?
Voyons comment faire notre premier test. Première syntaxe très simple, un if, qui est simplement le terme anglais pour dire si, le mot-clé test, et ici l'expression à vérifier. Alors dans beaucoup de langages de programmation, quand on veut faire un test avec encore une fois ce fameux opérateur arithmétique, on ferait tout simplement, alors là bon, on va respecter la syntaxe quand même du bash, ce genre de choses, d'accord? Voilà. On complète notre expression avec des points-virgules. Alors vous pouvez le coller directement ou mettre une espace, c'est vous qui voyez, moi je mets toujours une petite espace et puis là je mets le mot-clé then puisqu'il est obligatoire. Et ensuite nous avons notre expression. Contrairement à d'autres langages également, il faut pouvoir terminer cette structure conditionnelle et comme elle commence par le mot-clé if, on va prendre l'inverse des caractères et ça donne phi et vous terminez comme ça la structure. Voilà, ça permet de délimiter celle-ci puisque vous voyez qu'il n'y a pas d'accolade dans ce langage, il n'y a pas de crochet ou il n'y a pas de deux points ici comme on le ferait par exemple avec un langage comme Python. Ok, donc il faut bien pouvoir indiquer la fin de notre structure. Et tout ce qui va être à l'intérieur, donc vous pouvez mettre faire une tabulation pour que ce soit mieux présenté, sera réalisé, sera exécuté si et seulement si cette vérification est vraie. Donc en gros, si son code de retour, son code d'état est égal à 0, d'accord, on retourne 0. Voilà comment il faut le voir, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve que c'est important de dire un peu ce qui se cache derrière ces tests-là, et que c'est pas simplement finalement une simple opération arithmétique, comme on pourrait des fois le trouver dans d'autres langages de programmation, avec de simples, on va dire, opérateurs de comparaison. Ok. Donc là je vais mettre tout simplement un texte en dur, ça veut dire que NB1 est plus petit que NB2, hein, donc les nombres, si effectivement ceci est validé. Alors là si j'essaie de l'exécuter, on va faire déjà un chmod le plus X. Alors j'ai remplacé l'extension pour être plus rigoureux, j'ai mis bash au lieu de sh parce qu'on ne parle pas du même shell ici. Sh est un shell beaucoup plus limité, je vais vous en reparler un peu. Et ensuite on fait main, et voilà. Là ça vous met aucun fichier ou dossier de ce type, ou alors un message en anglais si vous avez une distribution qui n'est pas localisée en français. Tout simplement parce que ce caractère, comme vous l'avez vu, hein, rappelez-vous dans les opérateurs finalement de redirection, on faisait ça par exemple pour rediriger en sortie, hein, ou rappelez-vous même en redirigeant par des sorties standards, sorties d'erreurs, etc. Et celui-là pour lire par exemple depuis une entrée. D'accord, c'est des caractères qu'on utilise déjà en bash, et on les a vus précédemment pour pas mal de commandes. Donc ici on ne peut pas, d'accord, utiliser ce type de caractère. Alors les syntaxes que je vais vous montrer, cette syntaxe test, et on va avoir une syntaxe synonyme avec des crochets, c'est la syntaxe la plus historique. D'accord, c'est celle qui vient tout simplement du shell bourne, voilà le bourne shell, et qui par la suite, donc c'est SH pour être exact, qui par la suite, étant assez limité et très minimaliste, a donné finalement naissance à pas mal d'autres, d'accord, shell, KSH, etc., qui sont basés sur SH, mais avec des fonctionnalités, des outils supplémentaires. Donc normalement, enfin ça existe peut-être, mais j'ai pas spécialement en mémoire connaissance de shell qui ne serait pas basé sur celui-là ou même sur un des autres là. En gros, un shell qui partirait vraiment d'un langage de zéro, où la personne aurait absolument tout reprogrammé de zéro sans se baser sur un autre shell existant déjà. Donc shell, c'est quelque chose d'historique, mais l'avantage c'est que vous êtes normalement, dès que vous êtes sur une distribution GNU Linux, voire même certaines distributions BSD et sur macOS, hein, parce que macOS est un système Unix, hein, on rappelle, donc propose généralement des shells comme ça, vous vous assurez en fait que ce type de syntaxe sera normalement quasi fonctionnel, parce que je peux pas en être sûr à 100%, je connais pas tous les shells du monde entier, hein, sûrement que je connais pas, et à partir de là, de vous assurer que ce type de syntaxe fonctionne, d'accord? Et on verra une syntaxe un peu plus évoluée par la suite qui n'existe pas, hein, avec SH, mais qui existe avec les autres. On regardera tout ça. Donc on fait ce test, et comme ceci est un caractère déjà utilisé, on va devoir utiliser des expressions ou des arguments différents pour finalement désigner un petit peu toutes ces choses, d'accord? Parce que ça ne marchera pas, et vous voyez que ça crée ce genre d'erreur, parce qu'il essaie en fait de chercher là, en fait d'essayer de prendre ça comme entrée pour mettre dans NB1, ou s'en servir pour l'expression de NB1. Donc pour lui, forcément, c'est incompréhensible, puisque ce ne sont pas des commandes comme on le ferait dans notre shell. Très simplement, alors pour faire cette vérification, ici on va utiliser l'argument, donc tiret, on va utiliser un tiret, comme quand on fait des options à nos commandes, LT pour lower than, ok, lower than pour inférieur ici strictement. Si on veut dire lower or equal, donc inférieur ou égal, on utilisera -le. Vous avez donc compris que l'inverse, si vous parlez un petit peu anglais, c'est greater than ou greater or equal, donc GE. Et si on veut carrément faire les simples égalités, on va avoir EQ pour equal, et on va avoir l'inverse, NE pour not equal. Ok, alors là c'est pas NEQ, ce qu'ils ont gardé que 2 caractères, parce que c'est plus simple de lire en disant on a toujours 2 caractères ici, simplement. Voilà, donc ça ce sont des outils à utiliser pour des nombres, d'accord? Quand on travaillera sur des chaînes de caractères, on verra que c'est différent. Pour les nombres,
vous embêtez pas, vous pouvez directement travailler avec ça. Donc je remplace mon caractère ici qui n'est pas bon par cette syntaxe là. Ok, je fais ça, je réactualise et là vous voyez que ça fonctionne. Comme cette expression, ok, qui est donc finalement traitée, exécutée, a comme code de retour le exit status, le code de, voilà, de retour de sortie de peu importe 0, c'est donc valide. Donc on rentre dans le den et on rentre finalement dans notre structure if et on affiche bien ce écho là. Si je faisais l'inverse, hein, comme tout à l'heure dans le prompt, là ça ne marche pas, donc on n'affichera absolument rien. Voilà, très simple à savoir. Syntaxe équivalente du test, si vous ne voulez pas rajouter trop de termes, vous pouvez utiliser des crochets, des simples crochets. Par contre, attention de me mettre une espace ici, vous voyez, il y a une espace là, et il y en a également un là avant la fin, ici. Sinon, vous aurez simplement une erreur. Ça, c'est une syntaxe équivalente, d'accord? On a le mot-clé test, et on a aussi cette syntaxe sous forme de simple crochet. C'est vous qui voyez, encore une fois, je n'en recommande pas une en particulier, c'est selon vos préférences, donc vous débrouillez à ce niveau-là. Voilà comment ça fonctionne pour ce type de vérification. Alors je ne vais pas tous vous les montrer, hein. Si vous voulez tester une égalité, vous utilisez celui-là, etc. Je pense que c'est relativement simple, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, ce sera toute l'occasion pour vous après de vous entraîner, vous exercer avec plein d'autres types de tests finalement que vous pourrez faire pour voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Alors ça, on a une condition pour le coup qui est assez simple, hein. On fait juste un if terminé. On peut avoir peut-être besoin de vérifier d'autres choses. Par exemple, tout à l'heure, on va revenir à ça. J'aurais peut-être envie de vérifier par exemple si ça peut être, c'est-à-dire que si ce n'est pas inférieur strictement, donc NB1 n'est pas inférieur strictement à NB2, vérifier l'inverse. Est-ce qu'il n'est pas, par exemple, supérieur strictement? Et dans ce cas-là, on peut faire une autre vérification avec un petit elif. Donc on va le mettre ici, vous codez tout le terme et vous faites la même chose, mais bien sûr avec votre autre test. Donc ça, greater than NB2. Les petites, alors vous voyez, les espaces, on les oublie pas. Ici, à nouveau un point virgule, then. Et ici, finalement, l'inverse. Hein. Voilà, ok. Et là, ça me permet de tester les deux. Voilà, c'est ça. Et si j'inverse, par exemple, je teste, je sais pas moi, que finalement, ça devient plus grand. Hop, automatiquement, on rentre dans le elif et non plus dans le if. Voilà, donc on peut comme ça créer des structures un peu plus complexes. Et nous avons un dernier cas, alors les elifs vous pouvez en faire plein, hein. Le if il n'y en a forcément qu'un seul, c'est le premier test. Les elifs vous pouvez en cumuler, hein. On peut faire plein de elifs comme ça, alors attention, respectez, voilà comme ça, et faire plein d'autres vérifications, c'est-à-dire qu'en gros il va tester ça, si cela ne fonctionne pas, n'est pas validé, alors il va tester ça, si c'est pas validé, il va tester le troisième, d'accord? Donc si au bout d'un moment il en valide un, il ne testera pas, d'accord, ici les autres du elif, puisqu'il sortira, d'accord? Il faudrait sinon mettre des ifs à la suite, qui sont chacun séparés pour tester absolument tous les ifs. D'accord, si je fais ça par exemple, voilà, donc en fait faire un phi, hein, il faudrait genre faire phi, voilà, donc on a un premier if, on en fait un deuxième, ouais, effectivement là il va tous les tester, d'accord, il va tester celui-là, ça fonctionne pas, de toute façon il testera ça, si ça a fonctionné, il va sortir de ce if là, donc il va faire le deuxième dans tous les cas, voilà, donc un peu moins performant, donc attention comment vous faites ça. Alors je vais revenir sur le code avant, donc je vais assez vite parce que bon c'est beaucoup de choses de toute façon qu'il faudra vous tester, parce que ça n'a rien de compliqué à ce niveau-là. Alors je vais remettre comme avant, ici. On peut également prévoir un cas par défaut. C'est-à-dire par exemple si on n'a ni validé ça, ni validé le elif, ou les éventuels elifs qu'il y a, qui est tout simplement un else. Donc ça on le retrouve dans d'autres langages. Ici. D'accord? Le else, très important, voilà, pour pouvoir comme ça faire différents tests. Donc à vous de voir, ok, par rapport à ça, ce qu'on peut faire. Le else permet simplement de dire, si on n'a validé aucun, finalement, on va retrouver un petit peu tout ça. Voilà, donc c'est important de voir un petit peu tout ce qu'il y a là. Ok. Je vous laisserai encore une fois l'avantage, de toute façon, bon j'ai pas encore fait, au moment où j'ai enregistré cette vidéo, je n'avais pas fait de playlist encore d'exercices pour GNU Linux. Donc vous aurez bien sûr, quand ça va être fait, vous allez retrouver des exercices pour des simples commandes dans le terminal. Et il y a évidemment de prévu des exercices de script, de programmation de script, parce que c'est intéressant je trouve à ce niveau-là. Voilà, donc tout ça mérite finalement d'être vu aussi. Donc if, elif, les else, vous pouvez faire le else aussi, vérifier d'autres choses. Alors, le else, on ne fait pas de conditions, hein, on ne fait pas de nouveaux tests, puisque le else, en fait, c'est le test par défaut. D'accord? Donc en gros, c'est simplement de se dire, finalement, là, si c'est ni plus petit ni plus grand, ça veut a priori dire que NB1 est égal à NB2. Hein. Alors je sais pas si on peut... Si je vais mettre égal, égaux, pardon. Voilà, vous voyez, ils sont égaux. NB1 est égal à NB2. Voilà, parce que ça n'a ni validé ça, ni validé ça.
et le simple else. Donc pas besoin de pour le else de then, de point virgule et encore moins de test. D'accord? C'est encore une fois le cas par défaut pour dire si aucun autre n'a été validé. On peut aussi cumuler plusieurs finalement vérifications sur un simple if. D'accord? Par exemple, admettons qu'on veut faire un inférieur, comment dire, ou égal. D'accord? Cette vérification, alors c'est un peu bizarre. Donc en gros, ceci, hein, lower equal. Bon, évidemment, si on veut être propre, on va faire ce simple opérateur. D'accord? Cette simple vérification, hein, parce qu'on ne va pas s'amuser à en faire plusieurs. Mais ça reviendrait finalement à décomposer en deux, c'est-à-dire décomposer en lower strictement, donc inférieur strictement, ou en equal. Et pour présenter ce symbole de ou, on va utiliser ce caractère. Alors ça ressemble beaucoup à du C. Hein. Ça, c'est un héritage du C que le bash a. Donc on retrouve beaucoup ça. Si on peut vérifier avec un et, c'est une double esperluette ou un et commercial. D'accord, ce symbole-là, pour un et. D'accord. Alors pour le vérifier, les tests doivent bien mettre à chaque fois chaque test entre crochets, ou alors vous utilisez le mot-clé test. Donc je peux faire simplement ça. If NB1 donc strictement inférieur à NB2, ou alors, donc vous voyez, je le mets en dehors des crochets, et je refais des crochets, ou alors NB1 égale à NB2. Donc ça veut dire que si ça valide ça, ou alors que ça valide ça, d'accord, on a bien un ou ici, alors c'est pas un ou exclusif, hein, c'est un ou normal, standard, alors ça fonctionnera. Donc ça veut dire ça, ou NB1 est égal à 2. Donc pas besoin d'avoir les deux de valide, d'accord, c'est pas un et, c'est un ou. Ok, seulement l'un ou l'autre. Donc là on a quoi? Bah là ils sont égaux, donc logiquement oui ils sont égaux, voyez, comme NB1 est égal à NB2, ça c'est pas validé, NB1 n'est pas strictement inférieur à NB2, mais comme NB1 est égal à NB2, ça a fonctionné, ça a vérifié une des deux égalités. Maintenant s'il faut qu'ils soient les deux, comme ça, voilà, ça marchera pas, parce que là il faudrait qu'il soit inférieur strictement et en plus qu'il soit égal, ce qui est impossible, hein. On peut pas avoir une valeur inférieure à une autre et en même temps égale. Ou alors bon, on est dans un univers un peu bizarre, un peu étrange, hein, c'est presque du X-Files. Donc attention. Ok, donc ça on peut cumuler avec du ou, du et, vous voyez, et pareil je vous laisserai vous entraîner, vous exercer avec plein de scripts, ça va vous donner plein de possibilités et d'idées de scripts à faire avec ça. D'accord, je vais essayer de pas trop perdre de temps, parce qu'on pourrait vous montrer 15 millions d'exemples, mais ça va pas spécialement vous aider, et ça va surcharger on va dire la vidéo pour rien. Voilà pour les nombres, pour les vérifications. On va passer très rapidement aux chaînes de caractères, d'accord, parce qu'on va voir que c'est un petit peu différent par rapport à ça. Alors évidemment, je ne vous ai pas montré forcément toutes les vérifications. On aurait pu vérifier par exemple qu'un caractère est vrai avec un autre ou pas. C'est-à-dire que d'utiliser les symboles là, on peut utiliser le tiret A en fait pour vérifier ce et. D'accord, c'est-à-dire que là on met un tiret A en fait entre deux valeurs. Ça reviendra au même. Ou alors on met un tiret O pour dire que l'une est vraie ou l'autre est vraie. Voilà, on a plusieurs syntaxes différentes, puisqu'on a en particulier une syntaxe pour des nombres et une syntaxe finalement pour des chaînes. On va le voir juste après. Voilà, donc vous voyez, on peut finalement cumuler, faire des structures assez complexes, du elif, du else, etc. Bien, passons rapidement aux chaînes, mais comme je vous avais dit, on gardera j'ai prévu une vidéo, vous allez avoir une séance dédiée aux chaînes de caractères, parce que je vais aller un peu plus loin dans le détail sur les chaînes de caractères. Mais rapidement, pour les chaînes, nous n'allons pas utiliser cette syntaxe, d'accord? Cette syntaxe est réservée vraiment au nombre, ok? Pour les chaînes, nous allons utiliser, alors je peux enlever les commentaires de toute façon, une syntaxe très simple, qui est ça, alors on verra tout à l'heure, je vais juste parler de celui-là pour l'égalité, et ça pour l'inégalité. Alors on a également un pour les expressions rationnelles, mais comme c'est un cas particulier, qui ne sera pas intéressant pour le moment, parce qu'on ne savait même pas de toute façon pour beaucoup ce que c'est, on va juste se contenter de ça. Alors ce que je vais faire, simplement, on va directement ici, est-ce que je vous montre d'autres caractères? Je pense pas, ça vaut pas le coup. Hein. Est-ce qu'on le garde ça? Non, ça va pas être nécessaire. Je vais directement vous créer des chaînes, hein, ce sera plus simple. On va refaire str1. On va mettre hello, str2. Parce que déjà que l'affichage n'est pas très grand, si on laisse tout, ça va vite être illisible. Et ici, vous voyez, je remets hello. Alors non, avec un 2L, pardon. C'est mieux. Donc comment vérifier deux cas? Alors on va regarder cette syntaxe, hein, ou le test, peu importe. On va dire simplement, est-ce que str1 est égal à str2? Donc là, vous voyez, il n'y a pas deux symboles égaux. Hein. Donc ça, je le dis pour ceux qui viennent d'autres langages de programmation. L'égalité ici se fait simplement par simple égal là. Donc si c'est le cas, je vais mettre que les chaînes sont égales. Ici, ok? Je fais ça, on fait ça, et j'ai dû oublier quelque chose très certainement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Attendez.
str. Ah oui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, elles ne sont pas égales, str1 et str2, donc on ne rentre pas dedans. Maintenant, si je teste str1 avec str3, ça fonctionne. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Oula, je fais n'importe quoi. str3, pardon. J'invente des variables. Ça fonctionne. Voilà, très simplement. Pour vérifier qu'elles sont différentes, vous utilisez ce caractère-là, cet opérateur-là, de différence, et ça fonctionnera aussi. Pas de problème à ce niveau-là. Voilà, pour cette vérification, et je m'arrêterai là pour les chaînes, parce qu'on verra plein d'autres choses par la suite sur une vidéo dédiée. Je vous montrerai notamment, alors je peux rapidement le suggérer, comment vérifier par exemple qu'une chaîne est vide ou alors ne l'est pas. D'accord? Si vous voulez vérifier simplement qu'une chaîne est vide, vous pouvez, alors sur une seule chaîne, attention, hein, du champ str1, utiliser ça. D'accord? -z. Z pour dire que c'est égal en fait à 0. Donc une chaîne vide, c'est ça, en gros. Voilà, vide avec un bonhomme tout tristonné. Vous voyez, ça fonctionne. Si je veux vérifier que ce n'est pas vide, je mets un -n pour non vide en fait, simplement. Donc je remets hello. Et là, voilà, on a un bonhomme qui est content. Ok, donc je reviendrai dessus, vous inquiétez pas, les chaînes je vais assez vite, parce que c'est pas forcément l'objet de cette vidéo, et je voulais vraiment faire une vidéo à part juste pour ça, parce qu'il y a quand même pas mal à dire sur les chaînes de caractères, et ça méritait au moins une vidéo. Nous pouvons également utiliser d'autres éléments, d'accord? Sur les chaînes, je vous ai montré comment vérifier qu'une chaîne est vide, pas vide, et on va pouvoir également travailler sur notre système de fichiers. L'avantage, encore une fois, de programmer des scripts, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir travailler pour votre système, de faire un petit programme. Je sais pas, il y a peut-être des gens parmi vous qui vont programmer dans d'autres langages et veulent toutes les semaines que ça fasse finalement une copie de vos fichiers de programmation dans une archive et que ça les envoie sur un autre disque, voire même sur un serveur distant, d'accord, une machine à distance. Bref, on va très souvent avoir besoin de travailler sur nos fichiers, nos répertoires, sur les arborescences, et il faut qu'on ait accès à tout ça. Il existe pour cela pas mal d'autres outils qu'on va pouvoir trouver ici dans les tests qu'on va faire, qui me semblent assez pratiques, mais que je peux vous citer. Je ne vais pas tous vous les nommer, parce qu'il y en a plein, mais je vais en tout cas vous donner les principaux, ceux qui me semblent en tout cas essentiels à connaître. Alors le premier, très simple, ça va être par exemple vérifier simplement l'existence de quelque chose dans le répertoire courant. D'accord? Existe dans le répertoire courant. Alors je ne vais pas tous vous les noter comme ça, mais pas courant, mais courant, comme ceci. Le -e. On va pouvoir vérifier simplement que quelque chose est un fichier. Donc avec un -f. Et son autre, un complément, vérifier que quelque chose est un répertoire. Donc là, si je fais le test, ls, je suis dans mon répertoire personnel, voilà, donc on voit par exemple que j'ai un répertoire musique. Bah, je peux dire, est-ce que j'ai un répertoire -d, musique, comme ceci, où je le mets entre eux, un symbole là. Je vais mettre ce... Donc ce dossier existe, hein, parce que c'est de voir, enfin, où c'est un dossier, hein, tout simplement. Musique est un dossier. D'accord, donc if-d pour répertoire directory musique. Alors on fait ça, et il va chercher là-dedans. Vous voyez là, il ne fait pas un test sur une chaîne de caractères, il va vraiment prendre ça dans l'arborescence, il va fouiller à ce niveau-là, et il va voir qu'on pourra récupérer cette information. Donc pourquoi je vous donne ce genre de petites commandes? Parce que c'est très pratique. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire de ls, de cat, de echo ou autre. Faites attention d'ailleurs quand vous utilisez des ls ou des commandes comme cat, des commandes de parcours ou autres dans vos scripts, parce que vous verrez qu'avec des simples petites options, des simples arguments, vous pourrez en fait réaliser la même chose et de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus performante dans vos scripts. Donc il y a quand même un certain usage à avoir par exemple directement dans la ligne de commande, et quand vous êtes dans la programmation de script, vous allez avoir des outils beaucoup plus puissants, beaucoup plus pratiques, qui feront le même travail mais mieux. D'accord? Donc faites attention, hein. Quand par exemple on veut lister des répertoires, ici en programmation, s'amuser à faire un ls par exemple, pas forcément utile, alors qu'on pourrait simplement utiliser le symbole astérisque finalement qui liste un petit peu tout ce qu'on a, d'accord? Pour faire, je sais pas moi, on a un répertoire et puis on a ça, d'accord? Plus rapide que de faire des ls bizarres. Donc attention, mais de toute façon on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus. Et pareil avec les tutoriels disponibles pour le, comment ça s'appelle, pour tout simplement la formation GNU Linux. Il y a pas mal d'astuces et de techniques qui vous seront données aussi. Donc on peut vérifier ça. Évidemment, si je fais ça, voilà, vous voyez que ça ne marche pas. Hein, pour lui, ce n'est pas un répertoire, donc on n'a pas ça. Alors après, hein, on peut faire un petit -e aussi. Je vais mettre un message très rapide pour vous montrer. D'accord, ça existe, donc c'est trouvé. Il n'y a pas de souci, on va dire, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi? Donc là, c'est plus pour l'existence et le type, on va dire, qu'on va avoir au niveau de nos fichiers.
on peut vérifier par exemple le niveau des permissions. On en a beaucoup parlé des permissions précédemment, donc on peut aborder ce genre de choses aussi, avec 3 autres symboles. Le petit R qui est simplement disponible en lecture. Ok. On va avoir rappelez-vous, le W pour disponible en écriture. Et tout simplement, ça disponible pour l'exécution, en exécution. Ou en parcours. Rappelez-vous que pour pouvoir par exemple parcourir un répertoire, il faut qu'il ait les droits d'exécution. Sinon ça ne marche pas. On ne pourra pas le parcourir. Donc ça, j'en avais déjà parlé sur la vidéo concernant les droits, mais j'en profite pour le rappeler. Parce que des fois des gens mettent ces droits-là à un répertoire et quand ils essayent de faire un ls dessus ou d'aller à l'intérieur du répertoire, ils se disent mince ça marche pas. Oui, parce qu'il faut ce droit d'exécution. Et c'est vrai que forcément exécution, on pense à exécution d'un fichier, d'un script, et on pense pas forcément que les droits d'exécution sur un répertoire permettent d'aller dedans, d'entrer dans l'arborescence. Donc très important. Voilà, on a ces cas-là. Après, on a un grand N, si je dis pas de bêtises, je ne peux pas me tromper, qui est par exemple pour vérifier qu'un fichier a été modifié avant le moment où vous avez testé. Par exemple, vous avez un programme, vous avez besoin de faire des, je sais pas moi, d'afficher par exemple le contenu d'un fichier, n'importe quoi. Bah, il n'y a peut-être pas besoin de le faire si par exemple rien n'a changé depuis la dernière fois. Imaginez un système par exemple qui actualiserait le contenu d'un fichier. Bon, on n'a pas forcément besoin d'afficher quelque chose qui est identique s'il n'a pas été modifié. Alors après, la modification ne veut pas forcément dire que ça a changé, mais ça veut dire quand même que le fichier a été ouvert ou autre, qu'il y a eu une modification dans tous les cas qui a été prise en compte au niveau du disque. Donc on peut vérifier ça. Donc ça c'est vérifier s'il y a eu en fait modification depuis la dernière lecture en fait, le dernier accès plutôt. Voilà, donc plein de vérifications comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vérifier aussi? Est-ce que je peux vous en donner d'autres? Parce que là on a surtout, bon, pour les fichiers, on a pour les droits, on a l'ISIM, on a ça, on l'avait déjà vu. Et on peut voir éventuellement, je peux vous montrer quoi? Il y a le S pour la taille de fichier. Si un fichier, comment je peux dire? Si un fichier a une taille supérieure à 0, on va dire ça comme ça. Donc en gros, bah, qu'on n'a pas finalement un fichier vide. Voilà. Ça peut servir aussi, donc un petit -s. Donc là, j'ai pas tellement d'exemples. Il faudrait éventuellement que je fasse un truc comme ça. Test.txt. Voilà, j'ai créé normalement un fichier test. Voilà. Et là, si je fais ça, test.txt, le fichier est vide. J'espère que ça marchera. Non, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas vide. Par défaut, il a une taille. Ok, bon. Voilà, mais en tout cas, bon, ça marche quoi, c'est par rapport à quelque chose qui est... Ah non, attendez, j'ai bêtise. Oui, non, c'est bon, pardon, oui, c'est moi qui dis bêtise, je suis désolé, fatigué. Oui, c'est une taille supérieure à 0, pardon, c'est pas... Oui, pour moi, c'est comme s'il était vide, non. Ça vérifie pas qu'il est vide, ça vérifie que justement, il ne l'est pas. Voilà, donc là, il est vide, donc c'est le fichier n'est pas vide, plutôt. Ah, je vais plutôt utiliser... Hop. Voilà, plutôt comme ça. D'accord. Et là, si je fais un... on va faire un petit écho, comme ça vous verrez. Echo hello dans test.txt. Voilà, je refais la même chose. Et là, vous voyez que... D'ailleurs, je ne sais pas écrire, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, effectivement, il nous dit que le fichier n'est pas vide. Parce que si je fais un petit 4 dessus... Donc vous voyez, je vais essayer, parce que là, c'est juste du rappel de commande vu précédemment. Mais comme ça, vous voyez un petit peu. Là, vous voyez, en quelques secondes, j'ai créé donc un fichier en ligne de commande. Ensuite, il était vide, donc on a vu que le programme marquait bah, que oui, effectivement, il n'avait pas une taille supérieure à 0. Et ensuite, j'ai fait un petit écho pour envoyer ça avec justement ce symbole arithmétique dans le fichier test qu'on avait créé précédemment. Et là, vous voyez que pour le coup, ça a marché. Et un petit cadre pour montrer qu'on a bien quelque chose dedans. Voilà, donc finalement tout ça c'est que du rappel de choses que vous avez vues, et vous voyez qu'on peut parfaitement mêler un peu tout ça. On pourra faire plein de commandes depuis notre shell, on peut dans nos scripts programmer plein de choses aussi, et ce sont des outils qui sont là, en tout cas pour vous faciliter la vie, ajouter pas mal de possibilités, et vous en verrez plein d'autres parce que voilà, le but c'est pas de vous montrer 100% des options, des commandes que vous pouvez faire, mais au moins vous vous rendez compte un petit peu de la puissance d'un langage comme Bash, surtout un langage un peu plus étoffé comme celui-ci. Et comment on peut l'associer parfaitement dans nos scripts et également au niveau du shell. Beaucoup de choses finalement qui fonctionnent à ce niveau. Ok, alors on a vu beaucoup de choses. On va terminer cette séance, après on s'arrêtera là, parce qu'on a déjà vu pas mal de choses. Je vous avais dit qu'il y aurait énormément d'éléments à noter. Mais on va terminer simplement avec une autre structure bien pratique.
notamment quand on a plein de if à faire, d'accord, plein de tests à vérifier, quand on ne veut pas forcément tout cumuler, on peut utiliser la fameuse structure en case, qui va en fait gérer plusieurs cas de valeurs différentes, et en fonction de la valeur que l'on a, eh bien, effectuera un traitement bien particulier. Donc elle est non obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement s'en passer, mais ça évite par exemple des fois de faire des structures en if, else, elif qui sont extrêmement, on va dire, conséquentes. D'accord, quand ça commence à prendre pas mal de taille, c'est-à-dire qu'on vérifie par exemple 5, 6, 7 cas différents, voire plus, on peut utiliser ce genre de syntaxe qui sera beaucoup plus lisible pour vous et beaucoup plus pratique. Alors on va le faire d'ailleurs sur la récupération par exemple d'une valeur. Ça va faire réviser un petit peu la lecture depuis le clavier. On va faire ça et puis on va demander entrer une commande, même rien du tout. Je vais juste mettre ça, alors, hein, dans un vrai programme on ne ferait pas ça parce que l'utilisateur ne sait même pas ce qu'il doit faire. Et on mettra ça dans CMD, voilà. Je vais virer cette partie-là. Et on va utiliser case, et comme pour le if, pour terminer cette structure, on fait l'inverse. Donc c'est ESAC, comme ceci. Et non pas Kesak, hein, ça c'est une marque d'eau, ça n'a rien à voir. Voilà, on fait ça comme ça. On va dire qu'on vérifie CMD, hein, in, alors non pas int mais in. Et là on va traiter les différents cas que nous avons. Pour les indiquer, vous mettez la valeur que vous voulez, une parenthèse. Par exemple, si on a tapé 1, donc parenthèse, on fera 1, ceci. Si on a tapé 2, voilà. Bon, je pourrais en faire plein comme ça, hein, d'accord. Je vais mettre par exemple pour 5. Vous voyez, on peut comme ça cumuler plein de cas. Et le cas par défaut, le fameux else, vous le mettez avec une astérisque. Vous voyez, l'astérisque, comme je vous avais dit dans un script, c'est très pratique. Hein. Ça évite de faire, par exemple, tout un tas de commandes autres pour tout resélectionner. On sait que c'est un petit joker, hein, un caractère spécial ici qu'on a, qui permet d'indiquer tout. Donc c'est-à-dire tout le reste. Si ce n'est pas du 1, pas 2, pas 5, alors par défaut, ça affichera, ça affichera à la rigueur ce que j'ai mis. On peut faire ça. Pourquoi pas. Donc on affichera sous forme chiffrée, hein, sous forme numérique. Donc j'exécute mon fichier ici. Si je fais 1, alors j'ai fait une erreur, je l'ai vu tout de suite au moment où j'ai exécuté, il manque des double point virgule, hein. Sinon ça délimite pas. Voilà. Très important de ne pas les oublier, sinon on ne sait pas quand est-ce que ça reprend. Parce que vous pourrez très bien avoir ça, hein, dans votre commande. D'accord. Alors ça c'est pour la présenter, vous pouvez mettre ça autrement. Mais on peut avoir bien sûr plusieurs instructions. Hein. Je peux indiquer plein de choses avant le prochain. Là je peux mettre tout un tas de commandes. C'est tout ce qui sera fait au niveau du K1, etc. Donc je fais ça. J'exécute là. Si je fais 1, vous voyez qu'on fait ça. Si je exécute, je fais 5. Ok. Si je mets autre chose, voilà. On peut mettre une texte. D'accord. Voilà. Ok. Comprenez un peu le principe. Donc très pratique, je vais assez vite parce que c'est pas compliqué à utiliser. Mais très vite, hein, quand vous commencerez à avoir beaucoup de tests à effectuer, vous verrez que cette syntaxe est quand même bien pratique. D'accord. Donc ici, c'est la valeur, hein, que vous vérifiez. En gros, ça veut dire, on pourrait remplacer, hein, ça veut dire if ça est égal à ça, alors je fais ça. Je fais tout ce qu'il y a là, jusqu'aux 2 points. C'est-à-dire que je m'arrête aux 2 points. Sinon, donc elif, si cmd égale à 2, alors je fais tout ce qu'il y a jusqu'aux 2 points. Sinon, si smd égale à 5, else, donc alors, donc si rien n'est vérifié, c'est là-dedans, je fais ça jusqu'aux 2 points. Ça c'est le cas par défaut qu'il faut mettre, hein, obligatoirement, c'est mieux qu'il y ait toujours un cas par défaut. Et ça c'est généralement ce que je répète dans tous les langages de programmation où on voit ce genre de structure. Donc ça c'est l'équivalent pour ceux qui programment dans d'autres langages du switch. Hein. C'est le fameux switch que vous retrouvez en C, en Java, en C#, etc. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, on a vu, pas parce que j'ai rien envie de vous montrer de plus, c'est qu'on a fait le tour en fait, hein, simplement. Tout va bien, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas puni. On a fait le tour un peu de tout ce que je voulais vous montrer. La prochaine fois, on abordera les boucles. Les boucles, c'est simplement, comme ça l'indique, de pouvoir répéter un traitement un certain nombre de fois, voire des fois, on peut s'en servir pour faire du parcours aussi. On aura beaucoup de syntaxe à voir au niveau des boucles, mais on a gagné pas mal de temps, mine de rien, avec ce que je vous ai montré déjà ici. Donc on a vu beaucoup de choses, ça nous permettra d'aborder la suite plus sereinement, je pense. Je vous conseille, je vous recommande, même si c'est un conseil qui tient finalement pour n'importe quand, mais surtout à ce moment-là, de bien voir et revoir tout ce que vous avez vu, pas qu'en programmation, mais aussi au niveau des commandes, dès maintenant, parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines choses que j'ai pu montrer, vous voyez, quand j'ai fait mes petits tests, les petits exemples, en faisant des cat, commandes touch, echo, envoyer dans un fichier, tout ça, si tout ça vous ne comprenez pas à ce stade de la formation, dites-vous qu'il n'y a rien de nouveau, on l'a vu précédemment dans le détail, donc si vous n'êtes peut-être pas au point et qu'il y a encore des petites lacunes, donc prenez votre temps, encore une fois, c'est jamais une course, hein, les cours, ils sont en ligne, donc vous avez tout le temps de les apprendre, il n'y a pas besoin d'aller vite ou trop vite. Vous avez le temps, prenez le temps d'être à l'aise avec ça et de pas manquer, on va dire, d'informations,
parce que tout le petit détail ont leur importance, surtout dans ce langage-là, parce qu'une erreur est très vite arrivée finalement. Donc il faut faire attention de ce côté-là. Pour la prochaine fois, comme je vous l'ai dit, on se retrouvera pour les boucles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager cette vidéo à toute votre famille, finalement, voilà, surtout à l'approche, au moment où je fais cette vidéo, des fêtes de fin d'année. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine formation, pour une prochaine vidéo. On va avancer de toute façon là-dessus pour la prochaine séance. Et n'hésitez pas dans les commentaires si besoin, bien sûr, d'aide sur vos scripts. Et entraînez-vous surtout. Entraînez-vous, c'est important. À bientôt.